Salut à tous et bienvenue pour la prolongue pour cette 23e émission. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Aujourd'hui, je serai accompagné de mes fidèles lieutenants, Darin et Mounir. La prolongue, c'est parti! Bon, salut à tous les gars, alors comment vous allez? Bon, je pense que Mounir, ça va bien en rapport à ce qui s'est passé hier soir, on en reparlera, ça va? Ah, j'ai bien dormi, moi. Moi, j'ai bien dormi, je suis bien reposé là et j'adore Garcia. Moi, je vais pas te mentir que j'ai eu un peu plus de mal à trouver le sommeil. Comment tu vas toi, Darin? T'as passé un bon week-end? Ouais, ça va, très bon week-end, très bonne semaine. Eh bien, dans cette émission, ben, on commencera par coup de cœur et coup de gueule, comme on en a l'habitude avec Darin qui a eu quelques idées cette semaine. On parlera du PSG et de l'indice UEFA, notamment des clubs français en Ligue des Champions. On fera un petit point de vue là-dessus. Après, nous enchaînerons sur la Première Ligue avec un petit débat sur Jürgen Klopp qui pose beaucoup de soucis à Pep Guardiola ces derniers temps. Et ensuite, nous parlerons de la Ligue 1, du choc d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Et on abordera aussi rapidement le cas de Nîmes qui nous a interpellés. Darin, on va commencer directement avec toi. Je crois que tu préfères commencer par coup de cœur ou coup de Ah, gueule? je vais commencer sur le coup de gueule, comme ça je terminerai bien. Bien sûr, je te laisse commencer alors. Ouais, mon coup de gueule de la semaine, ça se porte sur ce qui s'est passé en Ukraine, sur le choc entre le Shakhtar et le Dynamo Kiev. Tyson, qui est l'entraîneur, pardon, le capitaine du Shakhtar, a craqué suite à des insultes racistes et il s'est fait expulser. Donc voilà, ça revient à ce que je disais, je crois que c'était la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Les mecs sont dans des impasses en fait, ils subissent des choses et quand ils se révoltent, ils prennent des cartons, des exclusions, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau du football européen et ce serait bien d'y remédier parce que c'est la honte tout simplement. C'est la honte que les joueurs craquent et bientôt ça va être quoi? Ils vont tous partir d'Europe et on va avoir un spectacle amoindri. Pour les vrais fans qui en plus sont pas racistes, c'est vraiment un problème. Et pour une note plus joyeuse, mon coup de cœur, c'est une équipe qui me rend un peu jaloux. C'est Chelsea. Parce que comme à Manchester United, ils ont un ancien joueur en tant qu'entraîneur, un jeune entraîneur, etc. Sauf que lui, il réussit vraiment mieux qu'à Manchester United. Il a un jeu solide, cohérent, avec des jeunes qui explosent. Je pense à Mount, Abraham évidemment, mais aussi Tomori en défense. Vraiment, il a vraiment des excellents jeunes du centre et franchement, ça fait énormément plaisir, je pense, à tous les fans de Chelsea. Donc voilà, je suis un peu jaloux et je le félicite parce qu'honnêtement, il est arrivé dans une dynamique où il n'avait pas de recrues possibles. On pensait qu'il allait un peu se planter, etc. Mais pour l'instant, il s'en sort vraiment bien, donc chapeau à lui. Ouais, je me souviens, on avait abordé sur les premières journées de championnat déjà l'effet Lampard qu'on trouvait plutôt bénéfique. Moi, juste pour ajouter ce que tu disais par rapport à Tyson, il y a eu beaucoup de cas, je trouve, depuis le début de saison, et je pense aussi que c'est parce que les joueurs réagissent de plus en plus, et je trouve que c'est bien, et ça va peut-être permettre de changer certaines règles au niveau des instances, parce qu'on se retrouve que les arbitres, ils sont face à des dilemmes, parce que le règlement les oblige à, entre guillemets, à expulser les joueurs. Et d'un autre côté, ils ne peuvent rien faire face à ces cris racistes, outre le fait d'arrêter le match, mais je pense qu'il faudrait trouver des meilleures sanctions, je pense, d'un point de vue, on va dire, juridique des règles du football. Enfin, c'est que mon avis. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très déplorable, surtout que là, ça s'est passé dans un choc en Ukraine. En tout cas, on va enchaîner avec le premier sujet de cette semaine. On va parler de l'indice UEFA des clubs français. On va l'aborder par rapport au prisme du Paris Saint-Germain qui depuis plusieurs années porte cet indice parce qu'ils ont une belle régularité avec des champions même s'ils ne vont jamais très loin. Darin, toi je crois que cette semaine ouais, t'as regardé PSG Bruges. Alors qu'est-ce que t'en as pensé quand Ouais, même? juste avant de parler de PSG Bruges, je vais reparler un petit peu des autres clubs français. Donc on a eu, pour faire un petit récap de la semaine, cette semaine on a eu une victoire de Lyon, une victoire du PSG, et c'est les seuls qu'on a eu. Les autres c'était soit des matchs nuls, soit des défaites. Et le problème c'est que ça arrive un peu à chaque échéance européenne, on a la même chose. La dernière échéance c'était pareil, le PSG avait gagné, tous les autres, aucun n'avait réussi à gagner. Donc voilà, on peut vraiment se poser des questions sur le niveau de jeu des clubs français et niveau de motivation, etc. Après, pour dédouaner certains comme Lille par exemple, ils sont pas vraiment récompensés des efforts qu'ils font dans le jeu, ils sont pas ridicules, donc
Julien aurait pu en parler parce qu'il a regardé le match, mais il n'est pas là aujourd'hui. Mais Lille n'est pas ridicule, donc voilà. L'indice UEFA va en prendre un coup, mais il ne faut pas voir qu'au prisme des résultats au niveau de jeu. Parfois, on a aussi des bons élèves, mais malheureusement qui n'ont pas de chance de tomber sur une poule avec l'Ajax, Chelsea et Valence. Pour revenir. Ouais, Ouais, Darin, je te coupe juste 2 secondes avant que tu abordes le cas du PSG. Moi, je pense pas que ce soit vraiment un révélateur parce que souvent on dit ouais, c'est le niveau de la Ligue 1 qui est pourri au final. Moi, c'est juste par rapport à l'Europa League souvent que je suis plutôt déçu et Guillaume m'avait envoyé un petit texte là en préparant l'émission. J'étais plutôt d'accord avec lui. Moi, j'en veux souvent aux clubs français qui jouent l'Europa League, même si on a eu quelques belles épopées avec l'épopée de Marseille récemment ou même de Lyon un peu avant qui s'était fait sortir par l'Ajax. Je trouve qu'il y a des clubs français, que ce soit ces dernières années Saint-Étienne, Bordeaux, même voire Rennes cette année. On a l'impression qu'ils se livrent pas à fond dans cette compétition. On a l'impression qu'ils sont là pour récupérer des mal budgétaires en début de saison. Et alors que ces clubs pourraient faire bien mieux dans ces compétitions. Guillaume me disait à juste titre que des équipes ukrainiennes, portugaises, la jouaient complètement à fond et que forcément les résultats en suivaient et ça impacte directement l'indice UEFA français, c'est mon avis. ouais, complètement, je suis assez d'accord avec toi, on a souvent cette impression. Le plus frustrant, c'est quand tu vois des entraîneurs mettre des équipes B en Europe, et là tu comprends pas trop parce que tu batailles toute l'année pour te qualifier, mais c'est surtout pour la manne financière, comme tu l'as dit. Euh, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est Pour en revenir paradoxal. au PSG, alors cette victoire face à Bruges sur un but d'Icardi, sincèrement, le PSG n'a pas été bon dans le jeu, hein. C'est dans la lignée de ce que j'avais dit contre Dijon. Après, heureusement, il y avait Thiago Silva et Verratti par rapport à la dernière fois, mais bon, ça restait très pauvre. On a vu Mbappé hyper gêné par la défense adverse. Ça montre un petit peu les limites et ses axes de progression. Donc c'est limite bien pour lui, je pense, de voir aussi qu'il ne peut pas tout faire tout le temps et qu'il a aussi des limites et des axes de progression. Icardi en sauveur malgré le peu de ballon, ça a dû lui rappeler son quotidien intériste. J'ai trouvé Dagba que j'avais un petit peu taclé face à Dijon déjà. À Bruges, ça s'est confirmé, il est pas assez offensif dans le sens où souvent il a un boulevard et il sait pas bien prendre le couloir, il sait pas bien centrer. Même s'il y a eu un petit peu mieux face à Brest, parce que j'ai regardé la première mi-temps, il a été un peu mieux dans l'intention, même si ça reste un peu maladroit. Et côté adverse, j'ai trouvé Denis très remuant. Et franchement, heureusement, alors je sais pas dire son nom parce qu'il est assez compliqué, mais le numéro 16 de Bruges, il a fait pas mal de mauvais choix. Et s'il avait fait des choix ne serait-ce que corrects, Bruges se serait créé beaucoup plus d'occasions. D'ailleurs, ils ont eu un penalty qui a failli être une égalisation. Ça aurait fait un peu tâche. Mais c'est le même constat que face à Dijon, c'est le même constat que face à Brest ou même face à Bruges au match aller. Heureusement qu'en face, ça manque d'individualité forte, parce que dans le jeu, sincèrement, tu souffres. Et j'en veux pour preuve le fait que Marquinhos soit redescendu en seconde période face à Bruges en défense pour faire une défense vraiment à 5. Ça prouve que tu souffres et c'est assez bizarre de voir le PSG souffrir face à des équipes beaucoup moins fortes. Après, évidemment, on en est qu'au début de saison et vaut mieux être en difficulté maintenant qu'en février ou mars. Mais le fait est que c'est étrange avec un effectif aussi fort de souffrir autant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avant de donner mon avis, avant de passer sur l'Angleterre, toi, Mounir, est-ce que t'as une réaction par rapport au jeu du PSG de ces derniers temps ou pas du tout? Chez moi, ça va être un peu biaisé parce que j'ai surtout vu le match contre l'OM où ils se sont donnés à fond et où Mbappé s'est transformé en Zidane justement. Donc moi j'ai pu voir le PSG pleine forme qui donne tout pour dégommer tout. Mais les petits extraits que je regarde par-ci par-là des matchs du PSG, bah forcément il n'y a pas grand-chose qui se fait. On a l'impression qu'ils délaissent pas mal la Ligue 1, qu'ils en ont un peu rien à foutre, et que justement ils se reportent un peu sur la Ligue des Champions, et que même en Ligue des Champions, ils font un peu plus d'efforts, mais c'est toujours pas ça vient toujours pas. Ouais, moi je. Est-ce que c'est l'adversaire en face qui donne pas envie, qui est pas assez sexy pour se donner à fond? Je pense que ça joue, je pense aussi que c'est dans le vestiaire, que c'est une mentalité un peu de superstar, de on se donne contre les vrais gros et on n'y va pas contre les petits. Ça peut leur jouer un mauvais tour, leur porter préjudice pour la suite, et ça on le verra seulement au prochain tour. Ouais, moi c'est un peu l'impression que ça me donne aussi. Après, bon, ne pas oublier que Neymar est absent en ce moment et qu'on sait que c'est un joueur qui apporte beaucoup de créativité. Faut pas oublier qu'il y a des nouveaux joueurs cette année qui jouent pour l'instant, hein, Sarabia notamment, Gay, Icardi et Herrera. On sait qu'on avait demandé cette année à Paris, enfin ces derniers temps, de recruter des joueurs un peu pour faire le travail de l'ombre.
Alors, je pense que, comme elle a dit Mounir, de toute façon, en Ligue 1, ils ont une telle marge qu'ils sont pas vraiment obligés de forcer leur talent. Mais moi, j'attendrai vraiment de voir ce que ça va donner les grandes échéances. Et puis, au-delà du jeu, on attend de Paris, notamment en Ligue des Champions, que ce soit une équipe solide dans les moments cruciaux. L'année dernière, le problème, ça n'a pas été la qualité du jeu forcément au match retour contre Manchester. Hein. C'était que c'était une équipe friable, faible mentalement. Donc on verra ce que ça va donner pour la suite de leur parcours européen, en sachant qu'on sait très bien qu'ils peuvent élever leur niveau de jeu. Donc voilà, fin. Je suis d'accord avec toi, Ben, mais Ben, je suis désolé, je vais juste. Après, je suis d'accord avec toi, mais le problème, je pense que c'est justement en amont que tu dois préparer ces moments clés. Tu sais que tu vas être jugé sur 2, voire 4 matchs si tu passes les tours d'après, voire 6. Toute ta saison, elle va être jugée sur une poignée de matchs. Donc, utilise tous les autres pour renforcer tes certitudes et laisse pas juste les stars qui ont un niveau individuel plus élevé que tes adversaires faire le reste sans avoir de certitude dans le jeu. Moi, c'est ça le mini reproche. Bien sûr, moi je suis complètement d'accord avec toi. Et j'ai l'impression que de ce côté-là, Paris semble, on va dire, répéter ses erreurs. Il y a que, franchement, sous Laurent Blanc, que je trouvais qu'il y avait une volonté, notamment au début, de vraiment mettre des cartons à chaque match. Mais là, c'est comme si t'arrivais en février en disant, ben ça va marcher d'un seul coup, etc. Donc on verra bien. C'est peut-être un pari qu'ils font. Je sais pas s'ils ont peur des blessures. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, au niveau du jeu, notamment en Ligue 1, ces 2 derniers matchs à l'extérieur, Paris n'a pas rassuré. On va passer à l'Angleterre avec le match, on va dire le match européen du week-end, hein, l'énorme choc entre Liverpool et Manchester City qui s'est déroulé à Anfield hier en fin d'après-midi. Donc victoire bien sûr de Liverpool 3-1 comme vous le savez tous. Et on s'est posé une question, je vais laisser la parole à Mounir, hein, on s'est laissé une question au-delà de cette confrontation entre 2 équipes rivales. Est-ce que Klopp est la kryptonite de Guardiola? On s'est demandé comment ça se faisait que Guardiola rencontrait beaucoup de difficultés ces derniers temps contre les Liverpool, l'équipe de Jürgen Klopp. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mounir, toi, de ce match et bien sûr plus largement de ce petit débat entre les 2 managers? D'abord le match. Au début, ça s'est vite déroulé à l'avantage de Liverpool. Un 2-0 qui arrivait assez vite avec des buts franchement très très beaux. La tête de Salah qui arrive d'un centre parfait qui est quasiment millimétré sur sa tête, qui est quasiment millimétré sur lui, c'est un truc de dingue. Ensuite on a la frappe de Fabinho qui était exceptionnelle, franchement Fabinho, le travail qu'il a fait au milieu de terrain et être capable d'enchaîner ensuite et d'être décisif devant le but avec une frappe comme ça, il peut devenir un top joueur à son poste dans le monde en fait. C'est énorme la performance qu'il a faite, hein. Il y a eu le but de Fabinho, Salah, et ensuite on a le roi à Mané qui répond à la critique de Guardiola avec une tête plongeante magnifique, qui arrive directement dedans, qui vient encore d'un centre mais top. Franchement, Liverpool a déroulé. Au début il y avait une confrontation, il y avait des occasions aussi côté City, mais c'était surtout Agüero qui essayait de rendre un peu dangereux les offensives sans forcément y arriver. Le match était vraiment très plaisant à voir, mais c'est sur ce match-là qu'on a compris une chose, c'est que quand Liverpool se donne vraiment les moyens, Liverpool est la meilleure équipe du monde, hein. Sans distinction, sans rivalité possible, c'est incroyable ce qu'ils ont montré sur le terrain. Et le jeu des latéraux était énorme, et surtout l'apport des ailiers. Salah qu'on voyait un peu en dessous, un peu personnel et tout, il a montré que quand il se concentrait vraiment sur un match, il défonçait tout. Mané énorme, Firmino à chaque fois qu'il touche la balle, c'est un vrai danger dans la surface, tout le monde glisse, tout le monde tombe. Ce Liverpool-là est injouable et est incroyable. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Il n'y a pas de concurrence, j'ai envie de dire. Ouais. Moi je suis complètement d'accord avec toi et ce que j'ai adoré avec ce match, c'est que tu sentais que ça allait être un super match, quoi. Ces 2 équipes qui jouent très bien au foot. Comme tu dis, Liverpool est franchement, quand ils sont à leur meilleur niveau, ils sont injouables. Par rapport, avant de te redonner la parole, hein, par rapport au mini débat Klopp Guardiola, parce que toi, tu t'as évoqué le match, je vais pas trop en rajouter, t'as dit ce que je voulais dire en gros. Moi, je me suis penché sur les chiffres. Sur les 10 dernières confrontations, t'as 5 victoires de Liverpool, 3 nuls et 2 victoires pour Manchester City. Donc là, à partir de ce moment-là, on dit, bon, ça passe encore. Mais avant ça, la dernière victoire de City à Liverpool, c'était en 2003, grâce à un doublé de Nico Anelka, les gars qui jouent à City. Ouais. Après, je ne sais pas si Klopp est spécialement la kryptonite de Guardiola,
La saison dernière notamment, hein, il y avait eu 0-0 à Liverpool et 2-1 pour City à City. City a gagné au Community Shield cet été, c'était en août je crois, hein, au tir au but contre Liverpool. Après sur le plan du jeu, excusez-moi, c'est sûr que Liverpool est l'équipe qui pose le plus de problèmes à City, notamment grâce au pressing. Hein, en début de match, c'était impressionnant, je trouve. Mais après, ils ont la qualité de l'effectif pour le faire, comme tu dis, Mounir. Ils ont des super ailiers qui en plus font du travail défensif. Et donc c'est pour ça que c'est exceptionnel. Et je pense que c'est pour ça que Klopp, par le système qu'il arrive à mettre en place, gêne énormément Guardiola, qui on sait aime bien avoir la possession, mais quand t'as un pressing si haut, c'est quand même difficile de tenir. Mais je dirais simplement je pense, hein, qu'on est face aux deux meilleurs managers du moment, hein, et que leur confrontation, franchement, ça nous offre à chaque fois des superbes spectacles. Mais néanmoins, c'est vrai qu'hier, il faut admettre, j'ai quand même eu la sensation que la bataille tactique a été dominée par Klopp. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. J'ai pas regardé le match, hein, pour être complètement transparent, mais j'ai l'impression que Klopp effectivement arrive à vraiment gêner Guardiola. Non pas qu'il modifie son jeu pour le gêner, mais tu as l'impression que c'est vraiment son jeu de base, son jeu naturel qu'il veut mettre pour ses équipes, et l'antithèse de ce qui est l'antidote entre guillemets face à Guardiola. Donc comme tu l'as dit, gros pressing, etc. Après, effectivement, comme tu l'as dit, tu as raison de le souligner, c'est pas juste Klopp qui est un génie, hein, c'est parce qu'il a aussi des ingrédients assez intéressants pour pouvoir réussir à faire ça. Mais le fait est que je pense que tu donnes exactement la même équipe à d'autres entraîneurs, ils n'arriveraient pas à le mettre en place comme le fait Klopp. Donc il y a un peu des deux, il y a le crédit à mettre au niveau des joueurs, mais aussi au niveau de l'entraîneur. Et ouais, pour revenir à ce que tu dis, je pense qu'effectivement, dire que c'est la kryptonite de Guardiola, c'est un petit peu exagéré, mais j'ai l'impression, ceci étant dit, que quand c'est des matchs qui comptent vraiment, c'est-à-dire comme hier, ou comme lors de la Ligue des Champions quand ils se sont rencontrés récemment, j'ai l'impression que Guardiola perd un peu un ascendant qu'il a sur d'autres entraîneurs, et que face à Klopp, c'est Klopp qui l'a, et c'est assez drôle de voir ça, parce que je pense que c'est un petit peu le seul au monde qui arrive à avoir ça face à Guardiola. Ouais, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mounir, qu'est-ce que t'en penses, toi, sur le fait que Klopp serait peut-être la kryptonite de Guardiola ? Moi, je dirais pas que Klopp est la kryptonite de Guardiola. Je pense que justement, les deux sont les meilleurs entraîneurs actuellement dans le monde. Et que du coup, forcément, le seul qui peut opposer une résistance à l'un, c'est l'autre. Et inversement, c'est réciproque. Je pense que contrairement à d'autres entraîneurs, comme Zidane, pour qui j'ai beaucoup d'estime, eux, ils ont réussi à garder les bons résultats sur la durée. Ils l'ont prouvé dans plusieurs clubs, un peu partout. Et justement, c'est ce qui prouve que ce sont les meilleurs. Être capable de toujours afficher une forme pareille, peu importe l'effectif, en changeant à chaque fois d'équipe, c'est la marque des grands. Zidane, il est encore un jeune entraîneur, c'est pour ça qu'on ne peut pas encore le mettre dans cette catégorie-là. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir des confrontations comme ça, et qui nous montre que Klopp est la kryptonite de Guardiola. Et inversement, je pense que le seul qui peut gêner Klopp, c'est aussi Guardiola. Ouais, et moi, là ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est là où j'ai un énorme respect pour Klopp, c'est que je me souviens à l'époque où il a pris Liverpool, c'était une très bonne équipe, mais ce n'était pas non plus des prétendants très sérieux au titre. Il a construit ça sur la durée, il a réussi à avoir un très bel effectif avec lui. Oui, bien sûr, comme on l'a dit, il a un super effectif à sa disposition, mais c'est lui qui l'a façonné. Ils sont partis progressivement, je trouve, c'est allé crescendo leur ascension, et là ils sont au top, comme l'a dit Darin. Aujourd'hui, je pense que quand ils sont, même Mounir, je crois, quand ils sont à leur niveau, c'est la meilleure équipe du monde. Donc moi, c'est dans ce sens-là que j'ai un énorme respect pour Klopp, qui est arrivé à Liverpool, qui a posé ses fondations, je pense, dans sa philosophie, dans son management. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'équipe en est arrivée ici, à mon avis. Totalement d'accord. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais par contre, après, je souligne aussi, et pour terminer un petit peu là-dessus, je souligne aussi que l'intelligence du board de Liverpool, qui lui a fait confiance sur le long terme, malgré le fait qu'il gagne rien au début. Ouais, ils exactement. Mais de toute façon, Darin, ne te repose pas trop parce qu'on va se retourner vers toi. Bien sûr, il y avait cet énorme choc en Angleterre. Mais du côté de l'Allemagne, on était servi aussi. Hein. Il y avait un très beau choc, même si on sait que Mönchengladbach, très surprenant, enfin malgré que ce soit une très bonne équipe, est surprenant premier. Il y avait un superbe duel entre le Bayern et Dortmund, sachant que les derniers duels qui s'étaient passés à l'Allianz Arena de Munich avaient été largement en faveur de Munich. Et on a vu que ce week-end, la tendance s'est prolongée. Donc un choc cauchemardesque pour Dortmund, Darin. Ouais, tout à fait. Après, vous savez, en plus, je l'ai dit pendant plusieurs émissions, que je comprends pas trop ce que Favre essaye de mettre en place à Dortmund. Et
autant face à l'Inter, c'est passé de façon assez miraculeuse parce que l'Inter s'est arrêté de jouer en seconde période et du coup ils ont gagné ce match de Ligue des Champions. Mais honnêtement, face à Bayern, c'est pas du tout passé. Parce que bah, tu peux pas. J'ai regardé le match face à l'Inter avec un pote. Quand il y avait 1-0, on s'est dit c'est sûr qu'il y aura 2-0, il n'y aura pas un partout. Et d'ailleurs, on a eu raison. Et la deuxième mi-temps, on l'a pas compris ni l'un ni l'autre. Et c'est vraiment un grand miracle qu'a réussi Dortmund parce que c'est contre la logique entre guillemets du jeu. Face à Dortmund, au Bayern, pardon, la logique a été respectée et ça a fait très très mal. Parce qu'en fait, Dortmund, ils ont fait un petit peu ce que Mounir avait critiqué de l'OM face au PSG. En fait, ils te mettent des joueurs hauts, mais avec un pressing qui est pas très agressif. Du coup, en fait, t'as juste des joueurs hauts. Bah, si t'as des mecs à la relance qui ont la qualité d'un Alaba qui était en défense centrale, par exemple, euh, bah, c'est facile pour lui de faire des passes précises entre deux joueurs. Bah, ça y est, ton premier rideau, il est fini. T'as des joueurs qui sont livrés à eux-mêmes au milieu et en défense, sachant que Witsel, il est bon, mais Weigl à côté, il a pas un volume défensif de fou. Donc, c'était sûr qu'ils allaient se faire déborder complètement. Moi, franchement, je trouve que c'est vraiment une faillite tactique. Parce que même si techniquement et physiquement, évidemment, le Bayern est meilleur, euh, tactiquement, tu peux pas expliquer qu'il y ait autant de supériorité numérique à chaque coin du terrain pour le Bayern. Donc pour moi, Favre a vraiment montré ses limites. Et après, évidemment, il y a une histoire d'agressivité aussi, hein. On a même vu Lewandowski prendre la balle à Witsel dans sa propre surface. Ça, c'est pas normal qu'un avant-centre prenne une balle à l'arrache face à un milieu. Mais bon, voilà, honnêtement, j'ai pas trop compris et je félicite le Bayern avec un Müller et ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup ce joueur qui recommence à courir et à devenir un joueur de foot. Donc ça c'est bien, c'est peut-être l'effet du nouveau coach aussi. Lewandowski comme d'habitude il régale, hein, franchement il n'y a rien à dire. Et sur le côté gauche, Davis et Coman franchement ont été impressionnants de vitesse. Ça te donne une impression visuelle qui bouffe vraiment le couloir adverse qui était quand même composé de Hakimi et Sancho qui sont pourtant très rapides. Et franchement ils ont été impressionnants. Donc franchement c'était vraiment pas mal. J'ai été très déçu du manque de mobilité de Hazard, Brandt et Götze qui ont proposé aucune solution et qui n'ont pas été dangereux. Et voilà, on a vu encore une fois, honnêtement, j'y croyais. Autant il y a d'autres années où tu pouvais croire que Dortmund allait peut-être faire la différence contre le Bayern. Cette année, j'y croyais pas vu le contenu des matchs que j'avais vus et j'avais partagé avec vous sur ce sentiment. Et bah ça s'est confirmé malheureusement pour l'intérêt de la Bundesliga. Ouais, c'est vrai, et Thomas Müller, joueur atypique, mais c'est vrai que c'est un super joueur. Moi, j'adore particulièrement, tu l'as évoqué rapidement, bien sûr, je suis un fan de Kingsley Coman, mais j'adore aussi Alphonso Davies. Je trouve que c'est un super joueur, comme tu dis, très très explosif, il a une impression visuelle incroyable. Donc voilà. On va passer sur la Ligue 1. Alors Mounir, ce que je te propose, c'est avant de parler de quelque chose qui va te réjouir, je te propose qu'on commence rapidement par aborder le cas de Nîmes, parce que je sais que c'est une équipe que tu as un petit peu à l'œil aussi. Tu nous as posé une question, on va l'aborder. Est-ce que Nîmes est condamné à la descente? On sait qu'ils ont fait une belle saison l'année dernière, mais ils ont eu pas mal de départs. Et là, c'est très compliqué, hein, ils sont dans la zone de relégation. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Nîmes a affronté Strasbourg. C'est surtout Strasbourg que je suis beaucoup, mais c'est à ce moment-là que j'ai pu voir certains cas symptomatiques de Nîmes. Strasbourg, faut savoir que c'est une équipe qui était très très malade depuis le début de saison. Ça galère beaucoup et surtout on a Ludovic Ajorc pour avoir assisté à beaucoup de matchs du Racing à la Méno déjà cette saison. Ajorc est nul. Il faut dire les choses comme c'est pas bon, ça court pas, c'est pas dans la surface, c'est jamais là où il faut. Et pourtant, c'est Ajorc qui a atomisé Nîmes. Et ça, c'est hyper symptomatique de l'équipe. Faut savoir que le coach Blacard, il était hyper bon, ou plutôt il est toujours hyper bon, hein. Il a su faire une super équipe la saison dernière. Et cet été, il s'est fait piller, hein. Il a perdu Teji Savanier, qui était un peu le tireur, la patte de Nîmes. Il a perdu Bobichon, qui est la surprise aussi, qui était la surprise de Nîmes, qui faisait rentrer et qui claquait tout quand il arrivait sur le terrain. Il perd le gardien Bernardoni et il perd aussi sa pointe de vitesse avec Sada Tube. Nîmes Et Bouanga aussi, hein. Bouanga, ouais, exactement. Qui est le dribbleur, qui était le dribbleur un peu de Nîmes, hein. Donc du coup il a perdu le côté technique, le côté vitesse, le côté de la frappe, tout ce qui faisait le jeu de Nîmes, il l'a perdu. Blacard il est un peu dans la merde à ce niveau-là et donc du coup ça se ressent fortement sur le jeu proposé face à Strasbourg et depuis le début de saison. Je pense personnellement que s'il n'y a pas du recrutement en hiver, ils seront foutus. Mais ça c'est vraiment parce qu'ils se sont fait littéralement piller par tout ce qu'il y avait autour.
Ouais, donc c'est plus un manque de talent plus qu'un problème tactique. C'est vraiment des joueurs qui n'ont pas été remplacés en gros. Ouais, c'est un manque d'effectifs surtout. Ouais, moi je vous rejoins complètement sur ce que vous dites, et je trouve que c'est assez symptomatique des équipes promues en Ligue 1 qui font des belles saisons. Forcément, après elles se font piller, et c'est pour ça qu'on dit que la saison de la confirmation c'est souvent la plus difficile, parce qu'il faut assurer derrière un bon recrutement, et c'est sûr c'est difficile d'avoir autant de qualité avec un budget comme Nîmes qui est pas non plus faramineux. Donc je pense aussi que ça va être compliqué. Ils ont recruté Ferrat, qui pour l'instant ne porte pas l'équipe comme pouvait le faire un joueur comme Savanier. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Savanier, il avait une patate incroyable contre Toulouse hier, son premier but pour Montpellier. Donc c'est vrai que je pense que ça va être compliqué pour Nîmes cette saison. Mounir, avant de te redonner la parole pour quelque chose que tu apprécieras, je pense que tu vas m'en envoyer une ou deux dans la tronche, c'est normal, c'est le jeu. Je vais aborder à ma manière le match, l'Olympico hier qui s'est déroulé au Vélodrome. T'as raison, chauffe-toi. Non, bien sûr, victoire de l'OM. Alors, ce que je voulais dire en préambule, c'est qu'il faut être bon joueur. Moi, je reconnais que dans une ambiance extraordinaire, l'OM a mérité sa victoire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, dans ce qui est plus du jeu, j'ai vraiment le regain de forme de Mandanda, c'est confirmé, je trouve, parce qu'en début de match, il fait un arrêt important sur le débordement de Maxwell Cornet, il lui ferme bien l'angle. Donc très propre là-dessus, je l'ai trouvé en plus très juste dans ses dégagements au pied, qui tombaient souvent sur des attaquants marseillais qui étaient bizarrement très libres. Ensuite, toujours côté Marseille, Payet est énorme en première mi-temps, il faut l'accorder, hein. Surtout sur le deuxième but, mais Mounir en parlera mieux que moi. Camara propre et très solide. Je trouve que son repositionnement aussi c'est une bonne idée. Sanson hyper actif, hier j'ai trouvé vraiment généreux et plutôt bon. Et par contre, Benedetto fantomatique, je pense que Mounir t'en parlera malgré tout. Côté lyonnais, alors erreur incompréhensible de Mendes. Je me suis dit que ça y est, le match allait être très compliqué quand j'ai vu. Il a fait une erreur incroyable dans sa surface, alors qu'il n'était pas dans une urgence absolue. Quand c'est comme ça, tu peux très bien dégager en corner. Tu donnes pas un penalty comme ça. Il y avait aucun doute sur le penalty. Dubois, toujours un gros volume de jeu. On l'a vu pas mal échanger avec Garcia. Mais il pouvait essayer de centrer, il n'y avait pas grand monde dans la surface, mis à part Dembélé qui était bien pris par Alvaro, je trouve. J'ai pas trouvé vraiment de Lyonnais nul, hein, mis à part Aouar qui était très moyen jusqu'à sa sortie. Mais j'ai trouvé surtout un gros manque d'engagement. Reine Adélaïde était un peu le seul à déstabiliser vraiment la défense olympienne. Mais Garcia le sort à la mi-temps, je sais pas si vous pourrez me donner l'explication, mais là j'ai vraiment pas compris ça sur le coup. Et puis vraiment je voulais dire il y a quelque chose qui aurait pu être le tournant du match à mon avis, un peu après le but de Dembélé, c'est la faute d'Alvaro, son carton rouge. Alors sur le moment je parlais avec un de mes meilleurs potes qui est supporter de Olem, qui me dit oh putain fais chier on va finir à 10, et moi je lui ai dit que si ça se finit à 2-1 c'est une super faute, parce qu'il y avait clairement une réaction de but, et sachant que derrière t'avais pas d'énormes tireurs de coups francs, t'avais pas un Depay ou même un Aouar. Et ce qui est très dommage, et c'est là où vraiment j'ai d'énormes regrets sur le match d'hier, c'est que ça aurait pu être un tournant du match. Et Lyon après, j'ai l'impression que Lyon, pendant 25 minutes, n'a même pas poussé, n'a même pas vraiment dominé après cette explosion. Donc c'est en cela que j'ai vraiment beaucoup de regrets. Et puis Marseille passe deuxième, et nous, Lyon, on avait une belle occasion de faire un beau rapproché, sachant que le championnat est très serré. Donc beaucoup de regrets. Mais bon voilà, il va falloir se tourner vers les prochaines échéances et chercher une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc voilà Mounir, je vais te laisser savourer un petit peu, je te laisse ton moment, parce qu'il y a 2 semaines t'étais dans une plus mauvaise posture. Ah, là je me sens bien, là je suis très très bien. Alors, déjà, un tifo incroyable, ça c'est pour toi Guigui, qui me disait comme quoi les tifos, l'OM ils n'arrivaient pas à être dans le top 10 mondial. Voilà, bouffe dans ta gueule, ça c'est fait. Ensuite, sur le terrain, j'étais choqué. Bon, à ma vie, a fait un super match. Ouais. J'ai rien à dire là-dessus. Un super match. C'est incroyable le nombre de fois où je lui ai craché dessus. Il a fait un match incroyable. Ensuite, pour revenir au milieu de terrain, le nombre de fois où j'ai craché sur Morgan Sanson. Sanson a fait un match énorme. On aurait dit un vrai milieu gauche. J'avais l'impression de revoir André Ayew à l'époque. Il récupérait la balle, il carburait, il repartait en attaque. C'était énorme. Payet, oh là là, oh Payet, grosso bolzo, Payet, oh là là, je suis choqué, même Darin qui aime tailler l'OM a lâché un message dans le groupe en disant oh mamma mia Payet,
Déjà le penalty. Le penalty, je t'explique. En étant supporter de l'OM, je sais qu'on n'a pas de sang-froid ni rien du tout. Quand j'ai vu que ça a pris 8 ans pour tirer le penalty, je me suis dit c'est bon, on va la tirer dans la tribune, celle-là, elle est cadeau pour le supporter qui est venu, il va la recevoir dans la tronche. Il la place parfaitement, il n'y avait rien à dire. Lopez saute du bon côté, elle est tellement bien placée qu'il ne peut pas la toucher. C'est génial, c'est parfait. Deuxième but. Olive et Tom, Captain Tsubasa les gars. Oh là là, ça commence avec un tacle, une récupération incroyable, une passe extérieure du pied à l'opposé du terrain. Elle lui arrive pile poil sur le pied à Lopez. Ça redécale, ça revient sur Payet. Payet qui joue avec des fans de corps qui arrivent dans la surface, qui trompe tout le monde, qui frappe et ça fait but. Oh là 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 là. Oh les gars. Et à ce moment-là, j'aurais pu faire un marathon de Paris. Hein. Et Dieu sait, même Darin sait que mon endurance pue du cul. Hein. Et là, j'aurais pu faire un marathon de Paris après ce but. C'était incroyable les gars, c'était franchement, je remercierai jamais Garcia pour tout ce qu'il a fait pour l'OM, parce que ça c'était incroyable. Et Darin, enfin offert une victoire. Darin, t'auras remarqué que je l'ai laissé développer sur Payet, je le laisse savourer parce qu'il est bon une fois tous les 3 ans. Donc on va... Ah, t'as raison, mais après je vais revenir moi aussi sur la rencontre vite fait, mais je vais en parler aussi, ouais. Bande d'enfoirés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, la faute d'Alvaro. Bon, moi je te dis, c'est pas une mauvaise faute au final, regarde. C'est pas une mauvaise faute, mais je te garantis qu'avec le mental qu'il y a derrière, la défense au final, c'est Camara et Douillet Kaleta-Tsar là. Les deux, ils sont assez jeunes, ils ont l'habitude, surtout Douillet, de faire des conneries. Il a pris 2 cartons rouges sur 2 matchs contre Lyon. Moi, j'ai vachement flippé au moment de cette faute là. Je me suis on va gonfler. C'était raisonnable de s'inquiéter, Mounir. Mais comme je l'ai dit, je pense que tu as vu la même chose que moi. Est-ce que tu as vraiment eu la sensation que l'OM était en grand danger après ça, sincèrement? Non, mais par contre, il y avait une chose, Lyon aurait pu facilement revenir à égalité. Hein. Parce qu'en fin de match, il y a un centre de Dubois qui arrive dans la surface pour une reprise enchaînée directe. Ah oui, et elle passe à 2 mm. Et à ce moment-là, il y a eu 2-3 ballons qui sont arrivés dans la surface sans que Lyon soit dangereux, mais tout le temps j'avais l'impression que l'OM paniquait dès que la balle arrivait dans la surface et que ça partait en jeu de jambes cafouillage dans tous les sens et que ça pouvait rentrer sur n'importe quoi. Hein. C'est vraiment l'impression que ça me donnait. Tant qu'on était loin de la surface, tout se passait bien, on contrôlait, et une fois que la balle arrivait dedans, c'était très fébrile, vraiment très fébrile, ça tenait sur un fil. Hein. Donc du coup Lyon aurait pu largement revenir à 2-2, hein. Mais... Franchement, moi je dis Felicitao, André Villas-Boas, t'es trop fort. Et Darin, du coup, je crois que tu avais dit que tu voulais ajouter un petit mot là-dessus. Ouais, très rapidement. Moi, bon, là, évidemment, la première période de Payet, hein, je vais pas dire tout le match, c'est surtout en première période qu'il a été étincelant. Pas besoin d'être un expert pour le voir. J'ai bien aimé, Ben, que tu parles de Camara, qui a aussi été très intéressant dans ce rôle. C'est la première fois que je le vois sur ce fameux positionnement de numéro 6. Et c'est vrai que si tous les matchs il les fait comme ça, il est vraiment intéressant. Côté lyonnais, moi, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est que Dembélé, je le trouve vraiment très rarement servi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il déclenche pas les appels au bon moment? Est-ce que c'est parce que ses partenaires n'ont pas la qualité technique pour le servir? Mais je te coupe 2 secondes, Darin. Moi, concernant Dembélé, alors si tu regardes ses statistiques, il est déjà à 9 buts en Ligue 1, donc c'est un super buteur, je trouve. Et moi, ça m'a mis la puce à l'oreille quand t'as dit il déclenche pas les bons appels. Et moi, je trouve qu'il a d'énormes progrès à faire sur ça. Il a les joueurs pour les servir. Alors bien sûr, il est pas forcément mis dans les meilleures conditions souvent. Mais je trouve qu'au niveau des appels, il est vraiment moyen à ce niveau-là, je trouve. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je posais la question, en fait. C'est parce que autant je trouve que moi j'avais vu, alors c'était dans un contexte très différent, mais le match en début de saison face à Monaco par exemple, où il était partout, il faisait des appels, il décrochait. Je me suis dit waouh, si c'est ça son jeu sans ballon, c'est incroyable. Et là, je ne vois plus ce type de jeu, alors qu'il a montré par le passé qu'il en était capable. Donc c'est vrai que je pense que, alors il a des qualités de finisseur incroyables. D'ailleurs, il a marqué alors qu'il a eu une demi-occasion de tout le match. Mais son axe de progression, et je suis content que tu sois d'accord avec moi, c'est, je pense, son jeu sans ballon, ses appels, etc. Autre chose, enfin, et je vais conclure par ça. Je te rejoins aussi quand tu parles de mon belle faute. Bon, après, évidemment, c'est plus facile de dire après, hein, et c'est normal que Mounir, en tant que supporter avec toute l'émotion, ait un peu flippé. Mais j'ai trouvé la gestion de l'OM assez intelligente à 10, parce qu'ils se sont mis sur les côtés, ils se sont mis à passer sur les côtés avec Rongier et Sanson notamment. D'ailleurs, Sanson, à un moment, qui rate un corner de façon héroïque, et on lui accorde pas, j'étais un peu triste pour lui, je l'avoue.
Mais, mais ouais, en fait, comme ça, tu te mets sur les côtés, t'es dans une phase, dans une zone de jeu où si tu la perds, t'es pas dangereux, tu peux même gratter une touche, quoi qu'il arrive, tu gagnes du temps. Et ça, ils l'ont super bien fait. Et honnêtement, alors c'est très facile, c'est du football fiction, donc ça veut tout et rien dire, ça veut même surtout rien dire. Mais je vais quand même me poser la question, est-ce que si l'OM, imaginons que Dembélé passe et qu'Alvaro fasse pas faute, mais qu'il ne marque pas, il y a encore 2-1, est-ce que l'OM aurait réussi à tenir ce score s'il n'avait pas été à 10, parce que le changement et le fait d'être à 10 les a conduits à temporiser, gagner du temps, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et ils l'ont fait pendant 25 minutes, ils ont tenu parce que Lyon n'a pas été assez agressif à mon sens. Mais je pense qu'au final, même si c'est évidemment toujours plus facile à dire après coup, mais je pense que ça a été bénéfique pour eux d'être à 10 parce que ça leur a permis de changer de mentalité et de conserver le score. Ouais, comme tu dis, ça les a conduits à avoir une intelligence tactique, je pense. Et pour rebondir ce que tu disais sur Dembélé face à Monaco, je pense que même toi, tu peux faire des appels contre Glick et Jemerson, tu vois. Ah mais mes appels sont Voilà. très bons par contre, hein. Attention. Ouais, j'allais dire, sous-estime pas Darin, hein. Darin, il est chaud sa mère, hein. Il est trop fort. En tout cas, Mounir, j'ai entendu quelques supporters marseillais qui disaient que ils auraient aimé voir leur équipe, enfin ils aimeraient voir leur équipe avec autant d'abnégation et de qualité à chaque match, même si on sait que c'est pas toujours possible. Mais en tout cas, avant de conclure, je dois vraiment, je m'incline, Mounir. Vous avez remporté ce match aller, c'est mérité, c'est mérité. Après bon, c'est vrai que ça fait quelques temps que vous avez toute la semaine pour vous reposer. Nous on est un peu focalisé sur la Ligue des Champions. Donc allez, voilà, c'est bon, on a c'est des bon. huitièmes de finale à aller chercher. On en reparlera à la fin de la 38e journée parce que voilà, nous quand même on n'aura pas fini à 0 points au mois de décembre. C'est tout ce que je voulais dire. Ah, voilà, c'est bon, c'était sûr. Allez, retourne manger avec Garcia, là, laisse-moi tranquille. Et juste entre nous avant de terminer, et franchement, je me suis vraiment tué quand j'ai su que Garcia était le nouvel entraîneur de Lyon, parce que je me suis dit mais c'est genre là c'est tellement con, ça fait tellement un argument gratuit pour nous tailler, tu vois, alors qu'on a rien demandé, c'est incroyable. Ah, mais mec, hier, c'était l'OM de Lyon, c'était l'OM de Garcia, là. C'était la même Ah, je chose. te Ouais, jure. c'est vrai que sa gestion te a été jure. assez bizarre parce que, comme tu l'as dit, bon, j'ai pas d'explication donc je vais pas aller plus loin, mais sortir Reine Adelaide, c'est assez étrange. Et c'est vrai que t'as l'impression, alors Mounir m'en parlait souvent, qu'il a été dépassé par le contexte du match. Et c'est un peu con parce que bah, c'est les gros matchs que retiennent les supporters, quoi. Donc bon. Ouais, complètement d'accord avec toi. Et puis, moi, je trouve, bon, bien sûr, il y a la défaite, mais je trouve que ces matchs-là, entre l'OM et l'OL, ces derniers temps, ont une saveur particulière. Je sais pas vous dire ce que t'en penses, mais de toute façon, on va Bah conclure ouais. bientôt. Mais je trouve que ces matchs sont plus intéressants et palpitants à suivre que les matchs contre le PSG. Et que moi, en tant que supporter lyonnais, je trouve un match contre l'OM plus palpitant. Et peut-être que c'est la même chose pour toi. Hein. Ah, mais clairement, contre le PSG, je me dis, hop, ça fait 3 points en moins, c'est parti. Et contre Lyon, je me dis, par contre, oh, comment j'ai envie de torcher Olas, là, j'en ai marre, là. Donc, du coup, complètement d'accord avec toi, hein. Ça, la vraie rivalité, c'est OM-OL, hein. Bon, Et du OL Saint-Etienne aussi. bah, de toute façon, depuis qu'on a commencé le podcast, je savais que ce moment arriverait un jour. Donc c'est pour ça que je le Enfin, prends avec beaucoup de philosophie aujourd'hui. Et puis, bah, de toute façon, on va terminer sur ça. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, comme d'habitude. Sûrement avec Julien et Guillaume, à qui on passe le coucou. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, les amis. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut les gars! à toi aussi. Allez, Ciao. ciao!